Les amis, je me suis toujours demandé quelle était l'odeur des humains il y a des centaines ou des milliers d'années. Et si on pouvait sentir l'histoire. Aujourd'hui, je vais remonter le temps à travers les parfums les plus mythiques. Je vais avoir la chance de sentir le véritable parfum de Cléopâtre, les senteurs sacrées de l'Égypte antique, les fragrances qui embaumaient la cour de Louis XIV ou encore celui recréé pour Marie-Antoinette. Avec Tariq et l'historienne Elisabeth de Fédot, je vais sentir ces parfums disparus, comprendre leur histoire et découvrir comment, des rituels antiques aux créations modernes, le parfum a su traverser les siècles pour devenir le scorpion. Pas uniquement ça, je veux dire, il y a plein d'autres parfums, mais bref, t'as compris. Bon visionnage à tous. Et bon voyage dans le temps. Les amis, on vient d'arriver dans les bureaux d'Elisabeth. Merci Elisabeth pour l'accueil. Merci pour le petit café. Tariq, est-ce que tu peux me décrire un petit peu Elisabeth? Avec grand plaisir, puisque je suis en admiration face à son travail qui est juste remarquable. Puisque justement, Elisabeth est historienne du parfum, mais également une autrice juste incroyable. Elle a réalisé notamment le dictionnaire des amoureux du parfum, mais également la grande histoire du parfum apparue chez Larousse. C'est vraiment l'icône de l'histoire du parfum. En France, la numéro 1? Je dirais même internationale. Puisque justement, ça j'aime. Elle a reçu le titre officiel de la Légion d'honneur des arts et des lettres par le ministre de la Culture. Incroyable. Donc du coup, on ne pouvait pas être en meilleure compagnie pour justement introduire 3000 ans d'histoire. C'est ça qui est exceptionnel. Aujourd'hui, les amis, donc à partir de maintenant, on va sentir vraiment des parfums qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est ça? Donc 5000 ans à peu près. Des parfums du Moyen-Âge, de la Renaissance. On va monter en gamme jusqu'à 2025, mais j'aimerais qu'on commence par un parfum. Un parfum vraiment historique pour moi. Parlant de l'Égypte antique. Il est un peu égyptien parce qu'il y a un scorpion dessus, ça s'appelle Scorpio Rouge. C'est de l'eau de parfum, c'est de l'après-rasage parfumé. C'est un aftershave, c'est pour ça. Et donc en fait, on l'applique sur les mains, on le frictionne, et puis après le rasage, on tapote. Parce que tous les adultes que je rencontrais quand j'étais gamin dans les années 2000, ils avaient cette odeur-là. Il y a des archétypes comme ça. Dans les archétypes masculins, il y a ce qu'on appelle l'accord fougère. Tariq qui va vous expliquer ce que c'est. Et c'est vraiment l'odeur de l'après-rasage. Très typique des années... alors c'est né à la fin du 19e siècle cet accord, mais dans les années 80-90, ça a été très overdosé, très musclé. Dans les années 80, c'était un peu caricatural. C'était le mec qui avait sa Golf GTI, qui avait bien réussi, qui exprimait sa force, sa puissance, sa masculinité. Et forcément, c'est devenu archétypal. Et toi, tu as l'impression de l'avoir tout le temps senti. Tout le temps, je rentrais dans la salle de bain à midi, mon père était dans la salle de bain à 8h du matin, ça sentait encore ce truc-là. C'est ça. Et alors Tariq, il va t'expliquer ce que c'est qu'une fougère. C'est une plante. C'est plutôt une famille qui accueille plusieurs plantes différentes et qui va avoir des facettes plutôt terreuses. Mais avant ça, justement, en parlant de ce côté terreux, j'aimerais bien faire cette petite introduction, si ça te dit. Vu comment tu me regardes dans les yeux, justement, je sais pas ce que tu vas introduire, mais avec grand plaisir, mon Tariq. J'aurais aimé savoir si tu sais l'origine du mot parfum. Ça va être un truc latin qui va se diviser en deux, parfum rectis et fuminoriis. Pas mal, tu brûles, tu chantes même. Exactement. Alors effectivement, c'est l'étymologie latine, perfumum ou perfumare, qui veut dire à travers la fumée, et qui nous renvoie aux premiers rituels, qui étaient des rituels religieux en fait, durant lesquels les premiers hommes faisaient brûler des bois, des résines. Et ils les faisaient brûler, pourquoi? Parce qu'ils pensaient que quand il y avait un malheur sur la terre, c'est que les dieux étaient en colère. Et s'ils étaient en colère, c'est qu'ils avaient faim. On sait ce que c'est qu'un homme affamé, hein. Faut pas l'énerver. Donc, ils les nourrissaient par des fumées qui étaient une nourriture invisible. Et du coup, les fumées odorantes, perfumare, donc à travers la fumée, qui a donné le mot parfum, mais qui est arrivé tardivement dans le langage. Le mot parfum, on va le trouver fin du Moyen-Âge, début Renaissance uniquement. Avant, on parle d'aromates, on parle de bonnes odeurs, mais parfum, c'est, avec le sens un peu actuel du terme, c'est assez tardif finalement dans l'histoire du langage. On va commencer par sentir quoi? J'ai envie de commencer Là, j'ai que le scorpion dans la tête. Juste avant, bien sûr, de te faire découvrir un parfum vieux de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. On terminera par ceux-là justement, pour te dire un peu les gens de haleine. Donc tu vas sentir à l'heure actuelle un parfum de plus de 3000 ans qui a été retracé par une formulation qu'on a retrouvée en hiéroglyphes dans les pyramides. On commence par quoi du coup? Du coup, on va commencer alors par juste après la Rome antique. Oh là, avant de passer au prochain parfum, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Et je les remercie parce que grâce à eux, à chaque épisode, je peux rémunérer 5 à 6 auto-entrepreneurs, que ce soit la miniature, le montage, le son, tout le travail technique, la réa, le cadrage, les techniques, bref. Merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, BetterHelp est une plateforme de thérapie en ligne où vous pouvez être mis en relation avec des psychologues et des psychothérapeutes directement depuis chez vous. Le principe est assez simple. Vous remplissez un petit questionnaire chez vous, vous mettez vos attentes et vos objectifs et ensuite BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute adapté à vous. Les séances peuvent se faire en visio, par écrit ou par appel en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi, c'est très simple, c'est peignoir visio.
Oui monsieur. Tous les psychologues et psychothérapeutes présents sur la plateforme ont un minimum de 3 ans d'expérience clinique et travaillent avec les mêmes standards éthiques que dans un cabinet traditionnel. Et autre point important, BetterHelp ne partage pas les données issues des thérapies avec des annonceurs tiers et respecte les lois des protections des données, notamment avec le RGPD en Europe. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la plateforme mène régulièrement des initiatives d'aide humanitaire en proposant des séances de thérapie offertes lors de crises majeures. Le problème, c'est que dans l'imaginaire des gens, commencer une thérapie, ça peut vite être très compliqué. Tu cherches un thérapeute, tu compares des profils, tu lis des avis, bref, au bout d'un moment, tu sais pas si tu cherches un thérapeute ou si tu réserves dans un restaurant de la ville, et c'est justement là que BetterHelp peut t'aider. Tu remplis ton questionnaire, eux, hop, ils te mettent avec un psychologue ou un psychothérapeute qualifié, disposant bien sûr d'un numéro RPPS, pour les connaisseurs. Ils ont plus de 400 thérapeutes en France, avec tous des spécialités différentes. Et si jamais ça ne matche pas avec la personne, t'inquiète pas, tu peux changer quand tu veux et surtout sans frais supplémentaires. Et aujourd'hui en France, 82% des gens qui utilisent BetterHelp recommanderaient leur thérapeute. Et si vous sentez que ça fait longtemps que vous repoussiez et que vous vous dites un jour peut-être, et bien peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le lien est en description pour ceux qui veulent découvrir BetterHelp et vous avez 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Je vous dis à tous et à tous, bon visionnage et surtout, bon voyage dans le temps. Dans la Rome antique, les Romains vont construire cet empire énorme. Ils vont faire donc des conquêtes et parmi les butins de conquête arrivent bien sûr les parfums. Et notamment le parfum du roi des Parthes, qui était connu pour être extrêmement riche, puissant. Et on en a la recette parce que des auteurs romains comme Pline l'Ancien par exemple nous en donnent la composition. C'est de l'archéologie olfactive, c'est qu'à partir du moment où tu as les recettes et que tu as fait bien sûr des recherches autour pour bien comprendre les usages et comment est-ce qu'on travaillait à l'époque, eh bien un parfumeur pour le faire. Et là, c'est pas n'importe quel parfumeur. C'est Dominique Ropion, qui est un des plus grands maîtres parfumeurs d'aujourd'hui, qui a notamment créé La Vie est belle de Lancôme, un des plus grands succès. Et lui, ça l'intéresse en tant que parfumeur de se replonger dans ses anciens grimoires de la parfumerie pour travailler sur l'art du parfum. Et les Romains ont une autre particularité, c'est qu'ils ont paganisé le parfum, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait sortir des temples, ils en ont abusé aussi, beaucoup. Par exemple, on sait que Néron, pour l'enterrement de sa femme, Poppée, il va utiliser l'équivalent d'une année de récolte d'encens. Et l'encens, c'est une des matières les plus chères de l'époque. Et le parfum du roi des Parthes, donc le parfum royal, c'est cette note très riche, très opulente, comme l'a dit Tariq, voilà, résineux, très épicé. Un peu terreux, mais il faut savoir également qu'à cette époque, c'était pas la même façon, on n'avait pas le parfum à base d'alcool, c'est-à-dire que c'était un onguent qu'on mélangeait. Il n'y a pas d'alcool là, du coup. Non, en général, c'est exactement comme le dit Tariq, c'est sous base huileuse. Ou alors à fumiger. Ce parfum-là, tu penses qu'on pourrait le vendre aujourd'hui? Moi, je trouve vraiment qu'ils sont bons. Oui, t'en penses quoi, toi? À mettre, moi, je mets pas trop de parfum, je vais pas te mentir, mais je rentre dans une pièce, ça sent ça me choque moins que si une personne, tu as cette odeur-là très forte. Je pense qu'on pourrait, en la retravaillant, on peut tout à fait, elle peut servir de piste olfactive, tu vois, elle peut donner une trace, parce que tous les parfums qui ont comme ça l'épaisseur du temps, ça fait rêver quand même. Ouais. Je te dis, ouais, il y a une pérennité, il y a une forme artistique quand même dans le modèle. Et c'est ça qui est magnifique, puisque à travers le temps, on arrive justement à une autre conception des parfumeurs. Puisque le parfumeur, avant ça, était un apothicaire. Et donc du coup, justement, je te laisse introduire tout ça avec notamment une grande dame, Catherine de Médicis. Alors, Catherine de Médicis, elle arrive en France en 1533 pour épouser Henri II, le futur roi de France. C'est pas franchement la princesse de conte de fées sur le plan physique. Il faut qu'elle mise autre part. Il faut qu'elle mise autre part, voilà. Okay. Donc, ses atouts, c'est son intelligence. C'est aussi le fait qu'elle vient d'une des plus grandes familles italiennes, qui est la famille des Médicis, qui sont les princes de Florence, avec cet art de vivre qui, à la Renaissance, fait quand même vibrer tout le monde. En termes de pâtisserie, par exemple, c'est Catherine de Médicis qui va introduire le macaron, le biscuit à la cuillère, la frangipane. Donc, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est sensoriel, ça vient d'Italie. Donc ça, c'est aussi son atout. Elle va bien sûr emmener avec elle son parfumeur, René le Florentin, qui a été élevé à l'école de Florence, qui est une des meilleures parce que s'y trouve, non loin de là, le couvent Santa Maria Novella, et qui produit un certain nombre d'élixirs, comme on disait à l'époque, parce que entre-temps a été mis au point un procédé très révolutionnaire pour la parfumerie qu'on appelle la distillation. Et le parfum va devenir alcoolique et ce que l'on appellera un élixir. À l'époque,
Élixir, ça veut dire le médicament le plus précieux. Et qui les prépare? Ce sont les apothicaires et souvent aussi les moines herboristes dans les couvents, d'où le couvent Santa Maria Novella. Au sein des apothicaires qui étaient en moine, bien sûr, et qui avaient ramené son parfumeur, elle avait également une composition qui est encore d'actualité au sein de la parfumerie Santa Maria Novella. Et justement, ce que j'aimerais te faire sentir et découvrir, c'est le parfum L'eau de la reine. L'eau de la reine de Hongrie. L'eau de la reine de Hongrie. Alors là, on est un peu plus avant Catherine de Médicis, et là, je vais te raconter une légende extraordinaire. Moi, en tant qu'historienne, j'étais incapable d'identifier qui était cette reine de Hongrie. Donc, je pense que c'est beaucoup plus le premier concept marketing de l'histoire de la parfumerie, inventé par les apothicaires de Montpellier. On a créé cette reine potentiellement. En fait, l'histoire, elle raconte quoi? C'est l'histoire de la reine de Hongrie qui a 70 ans, qui est paralytique, souffreteuse, goûteuse, vieille, Waouh. la Sur un familière. site de rencontre, j'y vais pas. Non, Ce que tu tu m'as vas décrit- pas, ça c'est sûr. Ce que tu m'as décrit, j'y Et vais pas. un jour, un ange lui apporte un élixir. Elle va en user, en abuser, et elle va retrouver la santé, la beauté et la jeunesse. Au point que le roi de Pologne, son voisin, plus jeune qu'elle, va la demander en mariage. Donc t'imagines la première cougar de l'histoire. Grâce à ouais. quoi? À Un un élixir. élixir. Tout le monde en veut, ça devient une véritable panacée. Ça sort de Montpellier, c'est comme ça que le couvent Santa Maria Novella en Italie va le créer. Incroyable, Tout le monde ok. le veut. Et Catherine de Médicis, elle arrive avec quoi en France? Avec l'eau de la reine de Hongrie. Donc en fait, celui-ci, c'est la formule originale Voilà. actuellement que Catherine de Médicis a emportée jusqu'à Paris avec son parfumeur. Absolument. Et que tu sens actuellement. Donc du coup, on va vraiment avoir un bouquet d'aromates qui vont venir s'évoluer avec ces facettes agrumées, cette fameuse distillation à base d'alcool. Donc on a vraiment cette sensation de Cologne. Oui, alors que quand même, à l'origine, c'était uniquement un distillat de romarin, sauge et marjolaine. Tout à fait. Mais bien sûr, l'Italie va enrichir et ça va donner un siècle après l'eau de Cologne. Mais avant d'en passer à l'eau de Cologne, qui est un des plus anciens parfums de la parfumerie, il faut quand même dire que Catherine de Médicis, ce qu'elle a apporté en France, c'est ce raffinement aussi Oh oui. du gant. Parce que le gant, tout le monde en porte. Depuis le Moyen-Âge, c'est ce qui te protège de l'épidémie. Puisque Catherine de Médicis a justement instauré une nouvelle mode des gants parfumés. Et ça, c'est le grand raffinement. Donc, il y avait un certain nombre de formules, qu'on trouve d'ailleurs dans les formulaires des parfumeurs, où les gants étaient enfleurés, étaient parfumés selon le goût de la personne. Parce qu'à l'époque, on n'est que dans de la parfumerie sur mesure. Pour l'instant, on va te faire sentir la senteur des gants parfumés à l'époque de Catherine de Je Médicis. vais te dire ce que je ressens direct, ok? Ouais. Ça va pas être du tout les bons termes, bien sûr, mais Ah ben au contraire, c'est vachement intéressant. Tout à Mais fait. tu sais, il n'y a pas de vérité en parfumerie. On sent avec notre histoire. j'ai une odeur de pissenlit, premier degré. Ouais, mais c'est vrai. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment des odeurs pour l'instant vachement naturelles. Ouais. Pour revenir à notre point de départ qui était le scorpio, qui est vraiment une odeur que tu ne retrouves pas dans la nature et que tu n'as jamais ressenti, sauf quand tu fais la bise à un papa ou quand tu rentres dans une salle de bain. Ouais. Ça, c'est une odeur qui est très nature, très jardin. T'as l'impression que t'es dans un jardin. Moi, j'aime bien la nature. Hein. Moi, j'aime bien sortir Ça chez sent moi. bon, hein. Mais c'est et- des parfums 100% naturels. Hein. Mais là, comme on en est dans le parfumage des gants, on enfleurait les gants. Et les gants, c'est du cuir, c'est de la peau. Donc, comme ta peau, on enfleurait, ça on mettait capte. les fleurs dans le gant On directement. mettait alors soit par le support d'une poudre, soit sinon directement, on posait les gants sur des lits de fleurs. Et la fleur, son flegme olfactif, Je me crois dans un Disney. allait nourrir le lit de fleurs. Ah bah oui, c'est vraiment magique. Hein. On arrive justement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors à ce moment-là, la peste noire refait surface. C'était un fléau et à cette époque, les médecins pensaient que la maladie se propageait à travers l'eau d'une part, mais aussi se propageait à travers l'air. Et c'est pour cette raison que les médecins avaient ce qu'on appelle un masque à Le bec, là. Voilà. Exactement. J'adore, j'en ai chez moi pour Halloween. C'est très impressionnant. Ouais, c'est glauque aussi. Pour bien. C'était le Exactement. médecin du roi qui avait mis ça au point. Comme ils pensaient que la peste se propageait à travers l'air, ce bout de masque à bec, il venait le parfumer avec un pot pourri. Le pot pourri apparaît au XVIIIe siècle, mais depuis la Renaissance, les parfums d'ambiance, comme on dit aujourd'hui, existaient parce que toi, quand tu veux aérer ta maison, tu ouvres les fenêtres, Ouais. mais à l'époque, on pensait que c'était hyper dangereux. On gardait les fenêtres fermées, mais on allait disposer des pots pourris, des parfums à brûler, ce qu'on appelait les pastilles à brûler, des petits oiselets de Chypre, on portait des pommandeurs. C'était tous ces masques portatifs qui nous protégeaient des épidémies. C'est exactement ça, et donc du coup sur ce masque à bec, tout au fond du masque à bec, ils mettaient justement ce petit mélange. Et je te le fais découvrir. Mais moi, je crois que chez ma grand-mère, j'ai déjà vu des pots comme ça avec des. C'était comme très à la mode Comme à une des époque. pétales un peu épaisses Oui. qui sentaient bon. Exactement. C'est ça. Là, je pense que tu vas sentir. Ce clou de Pas girofle, mal cette de cannelle, ouh,
Waouh, on dirait du vin chaud. Voilà, exactement, t'as le clou de girofle, La cannelle. l'orange, la Quand c'est cannelle. fort, tu mets ton nez dedans, tu respires. Ouais. Il y a un truc. T'as du vinaigre. Ouais. Notamment le vinaigre, on utilisait beaucoup le vinaigre, qui était excellent pour la peau, parce que le vinaigre, ça resserrait les pores, et donc ça empêchait l'air de pénétrer la peau. Donc et voilà. donc on pensait que ça allait détruire les miasmes. Donc c'est vraiment le rôle du parfum à cette époque, c'est l'anti-peste. En fait, le parfum, il n'a pas toujours servi, comme à notre époque, pour se sentir bon, etc. Il y a plein de trucs. C'est pour communiquer avec les dieux, c'est pour enrayer une maladie. C'est ça. C'est pour. Cacher sa mauvaise odeur. Ouais, aussi, parce ouais. qu'à partir du moment où on ne se lave plus, à la fin de la Renaissance, bah, on sent pas bon. Hein. Donc, Pire époque. Ils pensaient justement que la maladie se propageait à travers la peau, à travers l'eau. Donc du coup, ils essayaient de trouver d'autres alternatives, d'où notamment le fait qu'ils pouvaient justement se nettoyer à l'eau de Cologne et ce genre de choses. exactement. Et là, on en Tu te vient à l'eau de nettoies Cologne. entièrement à l'eau de Cologne. Tu te frictionnes à l'eau de Cologne. Wow, ça doit- et là, ça doit brûler à certains ton endroits. avis, ça a été créé à quelle époque, l'eau de Cologne 14e siècle. Ah. Ça, c'est l'eau de la reine de Hongrie. Mais- Bien justement, joué. qui est, J'ai le, essayé de te piéger sur ça en plus. qui est le premier pas de l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, c'est... 1600. Bravo, tu chauffes, tu brûles Wow. encore. 88. 1695. Oh, ça va, je suis à 7 ans. Voilà, fin du XVIIe siècle. Exactement. Et on l'appelait l'aqua mirabilis, c'est-à-dire l'eau des miracles. J'adore sa voix. Excuse-moi. C'est pas, il devrait faire des podcasts. Hein. Il m'a déjà laissé un vocal, je te le dis vraiment de 3 minutes. mais il a une voix Tu sais ce tellement- que j'ai fait Ouais. J'étais dans le train, je réécoutais son vocal. Ah ouais, J'étais- relax. je l'ai dit à mon père il y a pas longtemps. J'étais dans le train, j'écoutais son vocal. Je savais déjà ce qu'il Tu disait. sais, tu hein. devrais faire toutes les annonces dans les aéroports. Oh là là et des là choses là. comme ça. Ah non, ASMR vibe. Et il termine Ouais. toujours ses messages qu'il m'envoie par Morgane, bonne journée parfumée. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Waouh. Mais moi, j'ai Tariq, c'est la bonne humeur. ouais. Tariq, t'as un message, même écrit Tariq, t'as la banane, tout le quoi. temps. Tu vois Je vous Morgane, adore, je j'espère vous que tu adore, as je vous passé une bonne nuit parfumée. On s'appelle tout à l'heure. T'as vu, j'ai passé une Ouais, bonne et nuit c'est même parfumée. pas facturé le coup de fil. Mais laisse-moi des plus longs vocaux, comme ça je peux écouter. Bon, alors, on parlait de l'eau de Cologne, que les gens se Exactement. frictionnaient Absolument. un peu partout. Puisque justement, on reste toujours au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a eu un parfumeur qu'on appelle actuellement Farina, Oui. mais qui s'appelait autrement auparavant, puisqu'on Oui. parlait de l'aqua mirabilis. Et oui, c'était un jeune Italien qui s'appelait Giovanni Paolo Feminis et qui est allé à Cologne produire cette aqua mirabilis, c'est-à-dire cette eau des miracles. Et ensuite, il va s'associer avec son neveu Jean-Antoine Farina, Donc tu vas sortir la toute première eau de Cologne qui Oh. existait Ah, au et je vois. monde. que tu peux toujours acheter, hein, Exactement. qui est la formule originale. Donc du coup là, Ah, ok, là j'aime C'est beaucoup. bon, là, hein. je pourrais le mettre. Putain, ouais, de ouf. Là, C'est bon, vraiment, je hein. peux le mettre, tu vas... ouais. Incroyable. Alors là, à la différence de ce que tu as senti Oh, avant, ça sent bon, c'est un putain. parfum du marché, c'est-à-dire que tu peux l'acheter. Il est à base alcoolique, il est également créé comme on crée aujourd'hui un parfum. Exactement. Mais en tout cas, à cette époque, c'était complètement une révolution. Et surtout enivrant. Et ça a fait fureur à Paris. Non, mais Et puis c'était l'eau qui guérit tout. Hein. C'était, tu sais qu'au 19e, le médecin l'a prescrit en injection, en piqûre. Oui. vraiment, c'est la version vraiment classe, raffinée, tout ce qu'on Ouais. on veut de ce truc-là. Toutes les odeurs qui en trop, qui popent trop au cerveau, qui sont trop forts, etc., qui te niquent un peu le nez. Là, j'ai l'impression que c'est très smart, très bon, mais l'odeur, elle est folle. Très élégante. Ça, pour l'instant, je pense que vraiment, c'est mon... C'est ton number one. Ouais, en fait, j'ai vraiment... Alors, j'ai bien aimé le... Je me rappelle plus, c'était le deuxième, je crois, le troisième, très végétal qu'on avait goûté, qui faisait penser Ah, le un peu gant au parfumé. pissenlit. Ouais, Les ce gants genre de truc. parfumés. Ça, j'aime beaucoup, je suis très nature. Mais celui-là, vraiment... Ouais, j'ai envie... Je pense plus tard, je partirai là-dessus. Et maintenant, justement, on va passer au XVIIIe siècle. Une période resplendissante pour une reine iconique, la reine Marie-Antoinette. Elle avait son propre parfumeur. D'ailleurs, Elisabeth, tu as écrit dans un de tes suffrages un chapitre sur l'histoire du parfumeur de Marie-Antoinette, en collaboration avec le château de Versailles, mais également avec Francis Kurkdjian, pour pouvoir recréer une formulation originale que tu as en ta possession. Alors exactement, j'ai écrit en 2005 une biographie qui était celle du parfumeur de Marie-Antoinette. À l'occasion de ces recherches, évidemment, je suis tombée sur un certain nombre de documents historiques très importants. D'un côté, les archives de la Maison de la Reine et de l'autre, le formulaire de Jean-Louis Fargeon. Je mets en scène Jean-Louis Fargeon derrière son orgue à parfum, en train de créer un parfum pour la reine Marie-Antoinette, inspiré de tout ce qu'elle aimait le plus au monde, son petit Trianon, mais aussi tous les parfums qu'elle aimait porter. À l'époque, donc, j'en parle avec Francis Kurkdjian et je lui fais lire mon livre et on se dit, mais chiche qu'on refasse ce parfum. Si on est capable de reconstituer ce parfum,
Est-ce qu'on l'aimera Est-ce qu'on va l'aimer ou pas? Ouais, mais bien Donc sûr. la formule, on l'a reconstituée à partir des éléments historiques. C'est ça la formule? À peu près, voilà, c'est Waouh, ça. je comprends rien depuis tout à l'heure. C'est des suites de C'est nombres binaires, de c'est trucs. très très mathématique une formule. Hein. Waouh, c'est que des chiffres. Voilà. Là, je vois que c'est toi qui les as écrits, mais il n'a pas laissé ces codes-là, du coup? Alors non, parce C'est qu'à à vous l'époque, de recréer une les codes. formule de parfum, je peux te montrer ce que c'est pas du tout ça. Hein, une formule de parfum, voilà. Ouais, tu as, c'est un grimoire. Eau de la reine de Hongrie, ouais. tiens, tu vois, là tu l'as. Voilà. Alors tu peux le lire. Ça n'a rien à voir avec cette formule-là qui est beaucoup plus scientifique. En fait, c'est une recette de cuisine. C'est Podane en train de refaire son gâteau. Alors, il était numéroté, tu avais 2 séries. Une série qui était très très prestigieuse où il n'y avait que 30 flacons, je crois, avec Baccarat, un flacon Baccarat magnifique. Et ensuite, il y avait 7 séries où il y en avait 1000. Et tu as donc ce petit flacon qui rappelle les corsetières avec le chiffre de Marie-Antoinette, MA. Et donc, c'était exactement un flacon qui est inspiré de ce qu'on trouve dans ces nécessaires de beauté. Donc, on te laisse réagir. Ok, c'est très féminin. Très féminin, je dirais même âgé. Je vois pas une jeune de 20 ans avoir Oui. ça. Et là, tu sens le premier bouquet floral de l'histoire qui utilise le schéma olfactif de l'époque. Donc tu as d'abord en tête des notes très fusantes, agrestes. Tu retrouves de la lavande, tu retrouves des citrus comme la bergamote. Et ensuite tu vas avoir un grand cœur floral introduit par l'iris. Tu retrouves la rose, le jasmin, comme nous l'a dit Tariq, parce que la reine avait la passion du jasmin. Comme la reine avait une particularité, c'est qu'elle se lavait. Elle prenait des bains plusieurs fois par jour. C'est une particularité. Ah, carrément, à l'époque. C'était un luxe à l'époque. Ah, mais J'adore d'ailleurs, cette phrase. si tu visites le château de Versailles, tu verras les salles de bain de Marie-Antoinette. Elle prenait son bain, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et donc, elle avait la peau propre. Elle pouvait non pas porter des parfums pour dissimuler la crasse et les mauvaises odeurs, mais au Mais contraire... par plaisir, par passion. Par plaisir, par passion. Donc, elle va faire naître non seulement un schéma olfactif, le bouquet floral, mais aussi une autre façon de porter le parfum, comme l'émanation de sa personnalité. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on entre dans la période de l'industrialisation. Juste avec un homme qui a tout révolutionné, qui s'appelle François Coty. Il a été nommé le père de la parfumerie moderne et c'est pas pour rien parce que effectivement, comme l'a dit Tariq, le parfum c'était vraiment réservé aux rois, aux puissants, à la haute bourgeoisie. Et François Coty, il arrive au tout début du XXe siècle et il voit que la société elle est en train de changer, qu'il y a une nouvelle classe sociale qui apparaît, qui est la classe moyenne, qui a envie de beau, de belles choses, sans avoir pour autant la fortune des plus riches. Et du coup, il va démocratiser le parfum. Et en même temps, il fera naître la parfumerie moderne parce qu'il va utiliser ces fameuses notes de synthèse que les parfumeurs ont du mal à utiliser parce qu'on dit que ça va rendre mal à tout le monde, que c'est cheap, que c'est dangereux, Il y avait etc. tellement de préjugés derrière Beaucoup tout de ça. préjugés. Et donc du coup, la synthèse, comme elle était moins chère que les matières premières naturelles, qui étaient plutôt réservées à la noblesse, du coup, il a pris le pari. Il a fait, je vais le faire. Et je veux rendre le parfum accessible au grand public. C'était le Xavier Niel de l'époque, en fait. Exactement. Ce qui est génial pour notre époque, parce que ça pourrait rester de l'histoire, ça. Mais finalement, la maison Coty aujourd'hui, elle a décidé de relancer ce premier parfum ambré qui a été créé en 1905 par François Coty et qui est inspiré par ces parfums des Arabes qui remontent au Moyen-Âge, cette ambre, toutes ces notes très très baumées, très vanillées. Ces molécules de synthèse, telles Voilà. que la vanilline, par Exactement, exemple. mais il va utiliser les notes de synthèse. Et là où c'est très intelligent, c'est que c'est à nouveau de l'archéologie olfactive. Donc le parfumeur de la maison Coty a retrouvé la formule originale, puisque Et là, la elle vraie est toujours formule, chez Coty. comme toi tu l'as faite avec le pourcentage? Et là, la vraie formule de François Coty. Oh, ok, donc là, il n'y De a la même pas maison d'essai, Coty. là, il sait Ah, non, non. exactement quoi Alors faire. lui, exactement, lui, il a la Ah ouais, formule. ça, c'est cool. Mais ça reste de l'archéologie parce que les matières, elles ont évolué. T'en as certaines que tu peux plus utiliser. Comment tu les remplaces à l'identique? Il a fait tout Mais oui, ce parce que les lois travail. changent. Exactement. Tout un travail, mais d'une minutie pour nous relancer en série limitée. On peut acheter l'ambre antique comme un parfum d'aujourd'hui et tu vas le sentir. Le premier parfum synthétique du monde. Voilà. Il est magique puisque justement dans cette note-là, on retrouve vraiment T'as vraiment le côté oriental. ce Bah, côté c'est l'archétype oriental. Ultra du agréable, parfum ouais. ambré Exactement. moderne. C'est l'archétype. Tu voyages de fou. Exactement, en Orient, bien Voilà. sûr, avec ses facettes légèrement épicées, vanillées. Il a une lit de densité, cœur, ouais. il est
impressionnant, quoi. Il est également texturé, un peu d'un velouté. C'est très stylé, celui-là. On commence à rentrer justement dans ce monde un peu plus moderne. Donc, c'est-à-dire que après celui-ci, toute une génération de parfumeurs ont commencé à être inspirés pour pouvoir mettre de la synthèse justement dans les parfums. Mais il y a eu également une grande vague. Une vague qui a bouleversé le monde de la parfumerie. C'est les parfumeurs couturiers. L'une des plus célèbres et l'une des pionnières, c'est Gabrielle Chanel, qui a lancé le Chanel numéro 5. Pour moi, c'est vraiment le parfum, on va dire pas cliché, mais le parfum connu, Chanel numéro 5. Et c'est pas pour rien parce qu'effectivement, Gabrielle Chanel, en 1921, elle va officialiser ce mariage entre la couture et le parfum et va devenir officiellement la première couturier parfumeur, qui est un mouvement qui va être hyper important parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le marché de la parfumerie, je parle pas de la niche, mais tous les grands parfums, c'est des parfums de couturiers. Et Chanel institutionnalise ce parfum, donne une silhouette. Vas-y, ouvre-le, tu sais. Il est tellement précieux. Ah oui, parce que là, on doit faire des unes. Oui. Là, c'est l'extrait. Attends, vous le Ah oui, dire. c'est l'extrait. C'est l'extrait de parfum et sache que certains extraits de parfum, comme par exemple, il y a un très célèbre marché d'occasion à Grasse qui peuvent aller jusqu'à des 20, 30, 40 000 euros le petit flacon. Donc du coup, profites-en, savoure-le. Ah oui, d'accord. Jusqu'au bout quand tu l'ouvres. Gabrielle Chanel par rapport à Coco. C'est la même. C'est la même Elle personne. était surnommée Coco Chanel. Ah bah voilà, je me demandais, c'est qui ok. Si. Gabrielle Chanel dit Coco Chanel. D'ailleurs, il y a un parfum chez Chanel qui s'appelle Coco et Coco Mademoiselle. Donc, profite du moment là. Et là, tu as le numéro 5 dans sa version extrait, c'est-à-dire vraiment la version de la formule de 1921. Quand tu vas chez Chanel, tu as encore les extraits du numéro 5. Et Chanel va donner une silhouette au parfum. Elle va créer son parfum comme elle crée ses robes, avec l'idée de l'écrin, tu vois, qui est comme un manteau. Comme un paquet de clopes aussi. Comme un paquet. C'est vrai, t'as raison. C'est moins légendaire, mais attention. Et avec ce flacon mythique, parce il est quand même entré. Ah bah oui, c'est un extrait. Ah oui. Donc c'est tout petit. Il est rentré au musée d'art moderne de New York. Il a été warholisé par Andy Warhol. Il y avait un poinçon de cire comme à l'ancienne sur le flacon. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'est un vrai petit truc. On baudruchait, on scellait avec un morceau de cire et donc avec le C de Chanel. J'adore cet objet, surtout avec l'historique. Je vais te faire découvrir avec grand plaisir un parfum incroyable d'une société de composition que j'affectionne énormément, qui s'appelle DSM Firmenich, et qui ont réinterprété un parfum, c'est-à-dire qu'en 2025, la couleur de l'année est le beige. Comment réinterpréter de manière conceptuelle la couleur beige en senteur. On est dans la correspondance des sens. Moi j'adore. Exactement. Donc je t'invite à sentir. Une couleur devient senteur. La couleur qui devient senteur. J'aurais dit coton un peu, ce côté-là. Oh, j'adore. Ça, j'aurais le bouffer, premier degré. Exactement. On dirait du chocolat praliné, chocolat blanc. Oh. Ça, c'est un gâteau. Totalement. Et donc, du coup, la couleur de l'année 2025 est le beige. Ah ouais, et le parfum s'intitule le mocha mousse. Alors, pourquoi celui-ci ? Parce que là, tu vas sentir qu'on va retrouver des facettes de noisettes pralinées. Une noisette pralinée qui va refléter... On le mangerait, hein. Ouais, il a un côté croquant, gourmand, musqué. Et cette noisette va vraiment s'imprégner d'une forme de gourmandise vanillée. On a également des facettes légèrement musquées. J'ai l'impression que c'est le vrai goût. J'ai le goût dans la bouche. Et c'est ça la force de nos jours, c'est qu'on a la liberté créative de pouvoir matérialiser plutôt des concepts immatériels en senteur. Et donc du coup, ça c'est pas un parfum commercialisé, bien évidemment, c'est vraiment une œuvre d'art. Oui, il n'est pas du tout commercialisé, donc du coup, je pense qu'il n'y a que 10 exemplaires qui existent. Le parfum est conceptuel et il a vraiment ce pouvoir de faire du bruit dans le silence. Et ça, c'est ce qui est magnifique. Mais tu sais ce qui serait encore plus magnifique ? Alors là... c'est qu'on fasse un voyage dans le temps, 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais oui, c'est vrai qu'il nous reste cette pépite d'Égypte ancienne, Égypte antique, je ne sais pas trop comment on peut parler. Oui, un parfum qui a 5000 ans du coup. On va sentir le kifi. Ça veut dire le parfum 2 fois bon, parce qu'il était bon pour les dieux et bon pour les hommes. C'est un parfum qui était bien sûr réservé aux dieux, et aussi au pharaon, qui était considéré comme un dieu sur terre. Oui. On en a des traces de son utilisation au travers de la vie de Cléopâtre, qui utilisait bien sûr le kifi, puisqu'elle était pharaon. Quand les prêtres, puisque c'était les premiers parfumeurs en fait, préparaient ce kifi à l'entrée des pyramides, qui étaient des temples. À l'entrée des pyramides, tu avais des laboratoires où on préparait les parfums, qui étaient censés te diviniser. Les prêtres, en préparant le kifi,
s'étaient rendus compte qu'ils ressentaient un bien-être, une relaxation, un apaisement. Et ils se sont mis, puisqu'ils étaient aussi médecins, ils se sont mis à l'utiliser comme un médicament. Et c'est le seul parfum sacerdote, comme on disait à l'époque, qui a été utilisé aussi pour les hommes. Puisque à l'époque, je te rappelle, en Égypte ancienne, les parfums, c'était les dieux et les pharaons. Mais ce parfum-là a pu être utilisé pour tous les hommes, à des fins uniquement thérapeutiques. Donc, tu es 3000 ans à peu près avant notre ère. Alors, le kifi, on a les recettes parce que c'est écrit sur les murs des pyramides. Puis, on a un papyrus qu'on appelle le papyrus Ebers, qui était un papyrus qui référençait donc toutes ces recettes qui étaient également des médicaments. Mais tu avais plusieurs variations. Il y avait à peu près 18 à 19 variations. Ok, j'ose pas le sentir. Dominique Cropion, il a imaginé, à partir de toutes ces recettes, cet accord qui est absolument impressionnant. Quand même. Allez, Donc tu vas sentir à l'heure actuelle un parfum de plus de 3000 ans qui a été retracé par une formulation qu'on a retrouvée en hiéroglyphes dans les pyramides. Oh, ok, ouais. Le kifi, c'est impressionnant quand même. Donc, moi, je trouve ça fort qu'ils arrivent à faire des odeurs qui sont... Parce que la plupart des plats que j'ai goûtés, qui ont des milliers d'années, j'ai pas trop aimé. Beaucoup de céréales, beaucoup de graines, etc. Viande très forte. J'ai pas trop aimé. J'ai l'impression que les odeurs, à travers le temps, on arrive à quand même kiffer. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment évolué là-dedans. Les odeurs qu'on aimait à l'époque, on les aime maintenant. C'est du naturel. Et tu sais bien que c'est valable pour les légumes aussi. Ceux que tu cultivais sous Louis XIV et les autres, ils n'ont pas le même goût. Non. Et là, dans cette composition, tu as essentiellement des épices, des résines, donc comme la myrrhe, comme l'oliban, et tu as des bois précieux, et tu as aussi une note aromatique en tête, citron un peu, avec comme ça, des graines de coriandre qui sont aussi épicées, mais qui vont avoir une note un peu plus herbacée. Et je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est qu'on retrouve finalement une forme d'architecture olfactive contemporaine. Tout à fait. Qu'on peut retrouver aujourd'hui. Ça sent bon. Il y en a qui en mettent du kifi? Non, parce que ça, c'est pas commercialisé. Ça, tu vois, tu es dans de l'archéologie olfactive. Totalement. Ça, c'est de l'exercice stylistique. Donc, c'est comme le dernier parfum que nous a présenté Tariq, qui reprend la couleur. On est dans de l'exercice de laboratoire. Mais tu sais, quand tu aimes l'histoire, tu as envie de te dire qu'est-ce que ça sentait. Et comme tu sais que le parfum, c'est la vie. Une pièce qui a de l'odeur, c'est une pièce animée. Exactement. Donc, tu te dis, mais c'est magique. Ah bah, ce personnage historique qui sentait ça, tu as l'impression qu'il vit. Ouais. Il est là, à côté de toi, quoi. J'adore. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth et Tariq, de votre travail. J'ai été transporté. Vraiment, c'est vraiment un épisode, les amis, que je n'ai pas travaillé, dans le sens où on s'est appelé plusieurs fois avec Tariq. Il m'a envoyé une liste de parfums. Il me dit, il faut qu'on goûte ça, c'est important pour toi et la communauté et tout, pour qu'ils comprennent. Il faut qu'on commence par là, il faut qu'on termine par ça. Et là, j'étais assis, j'étais transporté, c'était incroyable. J'ai l'impression qu'on peut en faire 1000 des épisodes sur les parfums. Avec grand plaisir. Franchement, merci beaucoup, les amis. C'est qu'il y en a qui veulent en apprendre beaucoup plus. Je mets surtout les liens des différents livres d'Elisabeth si vous voulez vraiment en apprendre plus. De toute façon, je pense que c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures, des semaines et des mois. Je mets aussi le lien de la vidéo, on va faire une vidéo avec Tariq juste ici entre les accords, entre les alcools et les parfums. Alias Monsieur Parfum. Monsieur Parfum, exactement, Monsieur Parfum, le célèbre. Avec Elisabeth, on pourrait en faire des milliers, on pourrait faire une série. Il faudrait que tu fasses une série. Tous les jours, t'as 5-10 minutes où t'es là et t'expliques un parfum. Il faut qu'elle ait une chaîne. On pourrait ses paroles. Il faut une chaîne YouTube où elle explique une légende, une histoire, ce parfum-là, je l'explique. En 1400, il y avait ça. Les gens, ils sont fascinés. Et en soirée, ils peuvent ressortir ces petites anecdotes. Parce que c'est vachement, c'est très valorisant en fait de savoir des choses comme ça. J'adore, moi, ces petites histoires que tu racontes en 2 phrases. Ouais. Je fais waouh, ça va changer ma vie. Mais moi, j'ai pas ma chaîne et je sais pas faire ça. Donc voilà. T'inquiète pas, il va bosser là-dessus. J'ai mon pote qui bosse un peu là-dessus. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et merci encore à BetterHelp. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description pour avoir 10% sur votre premier mois de thérapie. Je vous dis à tous et à toutes une très belle journée. Je vous invite à aller voir les différents travaux de mes différents stars, guests de cet épisode. Merci à tous, c'était Morgane en direct des bureaux d'Elisabeth avec Monsieur Parfum TV. Merci à très bientôt. Beaucoup. Ciao. Bye. Bye bye.